Lizzie présente Impact d'Olivier Norek. Lu par Adrien Larmande. À ceux qui n'ont jamais connu cette planète, autrement qu'en danger. Face à la réalité, je n'ai pas eu besoin d'inventer. Virgile Solal, lui, n'existe pas encore. Mais à ne pas entendre les cris d'alarme, certains le façonnent déjà. Dans ce roman, les propos de l'assassin n'engagent que lui. Les grands changements semblent impossibles au début, et inévitables à la fin. Bob Hunter, cofondateur de Greenpeace. En 1965, l'eau était gratuite. Bientôt, elle coûtera plus cher que l'essence. Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd. La nature, pour être commandée, doit être obéie. Francis Bacon, Novum Organum, 1620. Première partie. Gris noir. Chapitre 1. 2020. Delta du Niger, Nigeria. Route des Oléoducs. Ogoniland. À chaque virage, la voiture de tête, un pick-up militaire, soulevait des nuages de terre fine qui s'insinuaient partout où il le pouvait. Derrière elle, les 10 camions à la file créaient une traîne 3 fois plus imposante. De loin, on aurait pu penser qu'un brouillard vivant et menaçant avançait à toute vitesse vers les prochains villages, prêt à les dévorer. Solal ne supportait plus cette seconde peau de poussière. De la poussière dans chaque poche de son gilet d'intervention, dans chaque interstice métallique de son revolver, contre ses joues, dans ses oreilles, sous ses paupières, craquant sous les dents, à en devenir fou. Le regard dur et les cheveux courts, Solal était l'archétype du gradé militaire. La quarantaine, peut-être 10 de moins ou 10 de plus, impossible à dire. Il y a des hommes comme ça, sans âge. Il tapota 2 fois sur le thermomètre du tableau de bord. Au-dessus de 50 degrés constants, le corps ne fonctionne plus correctement et, à moins de le refroidir, l'organisme cède rapidement. Il faisait aujourd'hui 46 degrés, une température inédite, même pour ce coin de l'Afrique. Et le commandant Solal était donc à 4 degrés de crever de chaud, littéralement. Dans les camions derrière, les 30 hommes de la NPMF, la Nigerian Police Mobile Force, qui l'accompagnaient, supportaient un peu mieux la situation, sans toutefois être complètement à l'aise. Depuis 100 kilomètres, le décor n'avait pas changé. À contre-jour, une magnifique ligne de palmiers semblait ciseler le ciel bleu aveuglant, comme si la nature n'avait jamais été inquiétée, telle qu'elle devait être il y a 1 million d'années. Mais lorsque le soleil passait brièvement derrière cette ligne, les palmiers révélaient leur nature actuelle, rachitique et épuisée. Si l'on osait baisser le regard, il n'y avait là que de la terre noire et boueuse imbibée de pétrole brut, échappée des oléoducs vieillissants, rongeant la base des arbres baignés par de petites rivières à la surface desquelles le liquide poisseux iridescent diffusait 1 million de couleurs. Du poison que le sol avait déjà tellement bu, jusqu'au plus profond de ses nappes phréatiques, qu'il ne pouvait plus en absorber davantage. Malgré l'inutile foulard plaqué sur le nez et la bouche, l'odeur pestilentielle des vapeurs d'hydrocarbures se logeait jusque dans la moindre alvéole des poumons. Une odeur, presque un goût sur la langue et le palais, comme si l'on avait léché le sol d'une station essence. Des 2 côtés de la route, d'immenses flammes sortaient de terre et s'élevaient dans le ciel, entourées de fumée noire, compacte, presque palpable. L'extraction du pétrole provoquait des échappements de gaz que l'on brûlait ici en grandes torches, bien que la méthode fût depuis longtemps interdite, et Solal devait retenir sa respiration pour ne pas suffoquer. 10 minutes avant destination, cracha la radio. Ce délai passé, la colonne de véhicules freina à l'entrée du village de Goï, et il fallut attendre un instant pour que la poussière, en arabesque lourde, se dépose et cesse de dissimuler l'endroit. Là,
comme sur le quai d'une gare invisible perdue en pleine brousse, sous un large toit de tôle perforé de toutes parts, s'étaient groupées près de 300 personnes, femmes, hommes et enfants, avec à leurs pieds leur vie en quelques valises, sacs de toile ou sacs poubelles. Devant eux se trouvaient les 4 missionnaires d'Amnesty International, dont l'expatriée française qui avait obligé Solal à faire ce trajet, à contre-cœur. Il mit un pied à terre, déjà de mauvaise humeur. « Merci, capitaine, d'être venu jusque-là », l'accueillit-elle en t-shirt transpirant. « Commandant, pas capitaine. Et on ne dit pas merci à quelqu'un à qui on a forcé la main. » D'un geste de Solal, la trentaine de policiers nigérians, vestes et pantalons noirs, bérets verts, lunettes de soleil et kalachnikov en bandoulière, sautèrent des camions. Abaye, le superintendant de la NPMF qui les commandait, fut le dernier à descendre. Il resta en retrait et s'alluma tranquillement une cigarette malgré la chaleur et l'odeur insoutenable, indiquant à Solal, s'il ne l'avait pas déjà compris, qu'il n'en ferait pas plus que ça. Lui aussi avait été forcé d'accepter cette mission. Dans l'ordre des obligations, le ministère des Affaires étrangères avait chargé Solal du babysitting et du rapatriement de la jeune humanitaire française, et le directeur de la police d'Abuja avait chargé le superintendant Abaye de la sécurité du commandant français. « Je pensais que le village de Goï avait été évacué après la marée noire, » observa Solal. « Alors ils font quoi encore ici ?» La missionnaire d'Amnesty garda son sourire, malgré l'agacement visible de son interlocuteur. « La marée noire ? Vous parlez de laquelle ? Il y en a eu plus de 4000 dans ce delta. Le peuple ogoni ne sait plus où aller. Entre les exploitants pétroliers locaux, Shell ou Eni qui déversent leurs saloperies, les Niger Delta Avengers qui sabotent les infrastructures, la police et l'armée corrompue, ils n'ont plus personne vers qui se tourner. Même vous n'êtes là que parce que je suis française et que ça la foutrait assez mal pour l'ambassade si je faisais une mauvaise rencontre, si je disparaissais sans laisser de traces, enterré quelque part. Chacun ses responsabilités. Je suis pas venu pour sauver le Nigeria. Je suis là pour ramener votre cul en zone sûre à l'ambassade d'Abuja. » La jeune femme se tourna vers le groupe de villageois, corps fatigués et inquiets, leur sort confié à ces inconnus. « Mais d'abord, on s'occupe d'eux !» se fit-elle confirmer. « C'est la mission. J'imagine de toute façon que vous ne partirez pas sans. Alors, on les emmène où ? » ?»« Port Harcourt, à 60 km. »« Le bidonville ? Ce sera toujours mieux qu'ici. Les poissons crèvent. Ce qui sort de la terre est déjà presque mort, et l'eau des puits est empoisonnée par les métaux lourds. L'air est tellement pollué qu'il provoque des pluies acides qui trouent les toits en tôle et transforment la roche en poussière. Vous pouvez imaginer ce qu'elles font sur leur peau. Le delta est un des premiers endroits au monde où la vie a tout simplement disparu. Donc un bidonville, pour eux, c'est presque bien. » Solal, qui n'avait pas l'autorité sur les policiers de la NPMF, demanda au superintendant Abaye de lancer le début de l'opération. Rudoyés, les 300 habitants de Goï furent chargés comme du bétail, poussés à la crosse de fusil, bousculés au poing. Solal les regarda faire sans vraiment regarder, pour que les images n'aillent pas de ses yeux à son cerveau, et de son cerveau à son âme. Ne pas réfléchir, ne pas se souvenir. Laisser toute cette merde ici, dans cette partie de l'Afrique qu'il espérait bientôt quitter et dont il ne voulait rien garder. Pourtant, il remarqua d'abord cet enfant aveugle, porté par sa mère, et dont les yeux blanchis ressortaient plus ardemment sur sa peau noire. Un autre tenta de monter les marches métalliques au cul du camion, mais ses jambes et ses bras, pris de tremblements incessants, semblaient ne pas vouloir l'écouter, et il fallut enfin l'exaspération d'un soldat pour qu'il soit balancé au fond. Un dernier, dont la peau partait en larges lambeaux secs sur tout son dos, son torse et ses bras maigres, ne fut même pas touché, tant il suscitait le dégoût. Les vieux avaient l'air déjà morts, les adultes fanés, les gosses presque tous malades. Et quand la place vint à manquer dans les camions, leurs sacs furent jetés par-dessus bord. Aucun d'eux ne se rebella, tant ils doutaient que la présence d'Amnesty International puisse leur éviter un mauvais coup, ou pire. « J'ai encore autre chose à vous demander, commandant, » osa la Française, presque sûre de se faire rembarrer. « Je vous assure que non, » trancha Solal, impatient de partir au plus vite. « C'est à moins de 100 mètres, et c'est important. » Il se trouva obligé de suivre la jeune femme,
puisqu'elle faisait déjà chemin, suivi lui-même par Abaye, contraint, et 2 de ses hommes, obéissants.